Intro, les joueurs français font un aveu stupéfiant après leur élimination du mondial. De Kylian Mbappé à Ryan Cherki, plusieurs stars ont ouvertement admis que l'Espagne était simplement trop forte, certains prédisant même qu'ils remporteront la Coupe du Monde. Je vous mets à jour. Posons d'abord le contexte, car il compte vraiment. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde. Pas un amical, pas un match de poule. Le match qui décide, qui joue pour le trophée. La France est arrivée comme l'une des deux plus grandes favorites restantes du tournoi, classée numéro 1 au monde par la FIFA. L'Espagne est arrivée classée 3e. Sur le papier, c'était supposé être un pile ou face au pire pour les Bleus. Sur le terrain, ce n'était pas serré. L'Espagne a assuré sa place en finale de la Coupe du Monde 2026. Avec une victoire complète 2-0 sur la France, un pénalty de Mikel Oyarzabal et un tir en seconde période de Pedro Porro, assurant la victoire lors d'un affichage dominant à Dallas. Mikel Oyarzabal a ouvert le score du point de pénalty à la 22e minute. Après que Lucas Digne a fait tomber Lamine Yamal à l'intérieur de la surface de réparation. Pedro Porro a doublé juste après l'heure de jeu, avec l'un des plus beaux buts collectifs du tournoi. Et c'était tout. Fin du match. Le rêve d'une 3e finale mondiale consécutive s'envole pour la France. Maintenant, c'est là que l'histoire devient intéressante, et c'est la partie qui justifie vraiment le titre. Après le coup de sifflet final, les joueurs français ne se sont pas cachés derrière la malchance ou un mauvais arbitre. Ils ont déclaré, sans ambiguïté, que l'Espagne était la meilleure équipe. Commençons par le capitaine. Kylian Mbappé s'est tenu devant les journalistes et a démoli la performance de sa propre équipe morceau par morceau. Il a dit « On n'a pas joué le match qu'on voulait, techniquement, tactiquement. Quand vous ne faites pas ce que vous devez faire en demi-finale de Coupe du Monde, vous ne gagnez pas. Ça, ce n'est pas un homme qui se plaint des arbitres. C'est le meilleur joueur de l'équipe qui critique son propre côté. » Il est allé plus loin. Mbappé a dit que l'Espagne est meilleure que nous pour contrôler un match. Admettant que la France n'avait pas réussi à le faire et était trop maladroite techniquement, incapable de blesser l'Espagne quand ils en avaient la chance. Pensez à ce que ça signifie, venant du gars, censé faire la différence. Il ne dit pas que l'Espagne a eu de la chance. Il dit que l'Espagne était mieux construite pour ce combat spécifique, et la France ne pouvait rien y faire. Puis il y a le problème de la récupération du ballon, que Mbappé a également signalé lui-même. Il a dit que même quand la France reprenait le ballon, leur premier contrôle n'était pas assez bon, et cela seul suffisait déjà à provoquer une défaite. C'est un capitaine qui fait une autopsie en direct à la télévision, en temps réel, sur lui-même et ses coéquipiers. Maintenant, écoutons la deuxième voix, car c'est là que ça cesse d'être un seul gars qui fait preuve d'humilité et commence à ressembler à une confession d'équipe complète. Ryan Cherki, l'un des rares joueurs français qui s'est arrêté pour parler aux journalistes cette nuit-là, lui non plus n'a rien édulcoré, pas la moindre chose. Il a dit qu'il ne savait pas quoi dire, que l'Espagne était meilleure que la France dans tous les aspects du jeu et plus affamée aussi, et que bien qu'il croit toujours que la France est la meilleure équipe sur le papier, cet après-midi-là, l'Espagne avait été meilleure. Relis ça. Cherki tient deux idées à la fois. La France est théoriquement l'équipe la plus forte, mais l'Espagne a été simplement supérieure le jour qui comptait le plus. Et il n'avait pas fini. Dans une interview séparée, reprise par plusieurs médias, Cherki a dit que l'Espagne était meilleure dans tous les aspects du jeu, qu'il la voulait plus, et que bien qu'il soit convaincu que la France est la meilleure équipe, cet après-midi-là, l'Espagne était supérieure. Ce sont deux des joueurs les plus importants de la France, le capitaine et le talent offensif révélation, faisant ses débuts au tournoi en sortant du banc, qui arrivaient tous deux indépendamment à exactement le même verdict quelques minutes après avoir quitté le terrain. Et puis une troisième voix s'est invitée, sauf que celle-là n'a même pas joué le match. Patrick Vieira, la royauté du football français, un vainqueur de la Coupe du Monde lui-même en 1998, est allé en direct et n'a pas retenu non plus. Il a dit que l'équipe était vraiment déçue par le résultat, mais surtout par la performance. Que la France avait besoin que ses meilleurs joueurs performent, et ils ne l'ont pas fait, que ce n'était pas un ou deux joueurs, mais tous ensemble, et que c'était vraiment mauvais. Vieira ne s'est pas arrêté à critiquer son ex-équipé. Il a aussi félicité directement l'Espagne. Il a dit que l'Espagne était la meilleure équipe, ajoutant qu'il avait prédit que l'Espagne devrait être à son meilleur pour battre la France. Et il l'était. Il a même souligné comment la défense de l'Espagne a complètement étouffé la plus grande arme de la France, disant qu'Olise était l'homme principal dont la France avait besoin au ballon, mais l'Espagne l'a arrêté, il n'a pas touché le ballon et l'Espagne a gagné le match dans tous les aspects. La France ne s'est tout simplement pas présentée. 3 voix. Mbappé, Cherki et Vieira. 3 points de vue différents. Capitaine, débutant et légende devenue analyste, tous disant exactement la même chose sans le coordonner.
Ce n'est pas une citation stray prise hors contexte, c'est une équipe et son établissement du football qui regarde la bande et convient que l'Espagne était simplement la meilleure équipe. Même l'entraîneur de la France ne pouvait pas entièrement le contester. Didier Deschamps a passé une partie de sa conférence de presse à mettre en question l'arbitre sur l'appel de pénalité, mais même le reportage couvrant sa réaction a dû admettre que cette pénalité controversée ou non, il était difficile de faire valoir que la victoire de l'Espagne n'était pas bien méritée, l'Espagne étant la meilleure équipe des deux côtés du ballon tout au long de la demi-finale. Voilà donc le titre, livré directement par la source. Voyons maintenant pourquoi. Car l'Espagne était meilleure ne suffit pas comme explication. Il y a une machine derrière ce résultat, et elle démantèle discrètement la France depuis 3 étés d'affilée. Voici ce qui rend cette défaite différente. Ce n'était pas un choc isolé. C'est la 3e année consécutive que l'Espagne fait exactement cela à la France en demi-finale d'un grand tournoi. Retournons à l'Euro 2024. Déjà là, l'Espagne avait battu la France en demi-finale, 2-1, avant de remporter tout le tournoi. Puis l'été dernier, en demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, l'Espagne et la France ont joué un match absolument chaotique. L'Espagne a mené 5-1 avant que la France ne marque 3 buts tardifs, pour rendre le résultat respectable. Mais l'Espagne a quand même remporté 5-4. Maintenant, la demi-finale de la Coupe du Monde en fait 3 étés consécutifs, 3 compétitions différentes. Et l'Espagne a remporté la victoire à chaque fois. Fox Sports l'a exposé clairement. C'était le 3e été consécutif que l'Espagne éliminait la France en demi-finale d'un grand tournoi. La victoire 2-1 à l'Euro 2024, puis une victoire palpitante 5-4 à la Ligue des Nations de l'année dernière. Et maintenant le triomphe de la Coupe du Monde grâce au but de Mikel Oyarzabal et Pedro Porro. Et ce n'est pas seulement à propos de la France spécifiquement. L'Espagne a discrètement construit l'une des séries les plus dominantes de l'histoire du football international. La Roja se dirige vers la finale de la Coupe du Monde 2026 après avoir complètement dominé la favorite du tournoi, la France, en demi-finale, prolongeant sa série d'invincibilité à 37 matchs, égalant le record international de tous les temps détenu par l'Italie. Laissez ce nombre vous habiter un moment. 37 matchs sans défaite. La dernière fois que l'Espagne a réellement perdu un match était le 26 mars 2024, une défaite 1-0 contre la Colombie en match amical. Tout depuis, chaque vrai test compétitif, l'Espagne a traversé invaincue. Cela inclut la victoire au championnat d'Europe l'été dernier. Cela inclut la domination de cette Coupe du Monde avec une défense qui a presque rien concédé. Parce que voici la statistique qui devrait terrifier chaque équipe restante du tournoi. La victoire de l'Espagne sur la France fut un affichage total et dominant, venant d'une équipe qui n'a encaissé qu'un seul but en 7 matchs de Coupe du Monde. Un but en 7 matchs. Contre un champ qui comprend certains des meilleurs talents offensifs de la planète. Or, avant cette demi-finale, beaucoup pensaient que le parcours espagnol semblait plus fragile que celui de la France. Le parcours espagnol vers la demi-finale avait attiré moins l'attention que celui de la France. Leur match nul d'ouverture contre le Cap-Vert a été considéré comme une déception, et leur victoire de poule contre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay n'était pas vue comme la preuve qu'ils pouvaient tenir face aux meilleures équipes. Son ado vedette, Lamine Yamal, portait même un problème aux ischio-jambiers qui avait limité sa participation lors de la phase d'ouverture du tournoi, l'entraîneur promettant en gros que sa grande performance restait à venir. Ce contexte compte, la France n'a pas perdu contre une équipe portée par le seul battage médiatique. Elle a perdu contre une équipe qui avait discrètement déçu les gens pendant 6 matchs et qui a ensuite produit sa meilleure performance du tournoi au moment exact où cela comptait le plus. C'est un trait plus effrayant chez un adversaire que la domination brute depuis le premier match. Cela signifie que l'Espagne a des couches à révéler. Et les joueurs espagnols eux-mêmes le savent. Avant le match, Yamal avait déjà mis la cible sur son propre dos, déclarant au reporter « Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous ». Étant donné combien de personnes avaient rejeté cela comme de la bravade adolescente, il vaut la peine de souligner ce qui s'est passé ensuite. L'Espagne a éliminé les Bleus au Championnat d'Europe 2024 et ensuite à la Ligue des Nations 2025 aussi, et beaucoup se sont moqués de la confiance de Yamal. Mais en fin de compte, l'ado avait raison. Ce sont 3 tournois d'affilée où un joueur espagnol a essentiellement annoncé son coup contre la France, et l'Espagne a livré à chaque fois. Ce n'est plus la rivalité France-Espagne telle qu'on avait l'habitude de l'imaginer autrefois. Cela s'est transformé en quelque chose de plus proche d'un système qui a la clé de la France, et tout le monde impliqué semble le savoir, sauf peut-être les fans français espérant toujours un résultat différent la prochaine fois. Donc le modèle est établi. Maintenant, décortiquons exactement comment l'Espagne le fait,
car le mécanisme derrière ces victoires est le même à chaque fois, et ce n'est pas une question de star. C'est un poste précis sur le terrain que la France n'a jamais réglé. Si vous voulez comprendre pourquoi les plus grandes stars de la France ont continué à disparaître du terrain à Dallas, vous ne commencez pas par les avant-centres. Vous commencez au milieu du terrain, avec un joueur qui s'est transformé en un problème tactique entier à lui seul. Rodri, vainqueur du Ballon d'Or. Et selon pratiquement tous les médias qui ont couvert ce match, le joueur le plus décisif du terrain, sans avoir marqué ni délivré la moindre passe décisive. Sports Illustrated l'a formulé de la manière la plus directe possible. À partir du moment où le match a commencé, Rodri a presque à lui seul neutralisé le brillant Michael Olise, le frustrant au point qu'il soit descendu beaucoup plus profondément pour tenter de recevoir le ballon, ou qu'il se soit replié sur l'aile droite pour tenter sa chance contre Marc Cucurella, et en conséquence, le vainqueur du Ballon d'Or, sortant Ousmane Dembélé, a dû régulièrement dériver vers le centre dans le territoire de Rodri et a disparu du match. Pensez à la réaction en chaîne là-dedans. Un milieu de terrain ferme Olise, cela force Dembélé, le vainqueur du Ballon d'Or sortant. Souvenez-vous, hors de sa position naturelle, juste pour trouver le ballon. Et quand Dembélé se déplace, il se précipite directement dans le même problème. Un joueur brisant deux des meilleurs attaquants du monde, juste en se tenant dans le bon espace. L'analyse tactique de Business Standard a rendu ce mécanisme encore plus clair. Rodri assurait l'autorité centrale, Olmo et Ruiz trouvaient l'espace autour de lui, Porro et Cucurella ont offert la largeur et l'énergie, et Yamal a donné à l'Espagne de l'imprévisibilité, tandis que Oyarzabal a fourni la sérénité dans les moments décisifs. Chaque élément de cette machine espagnole a été construit autour de la protection et de l'amplification de ce que Rodri fait au milieu. Et ce n'était pas subtil. Rodri a dominé les affrontements physiques au milieu du terrain, permettant à Ruiz et Olmo d'opérer plus haut sur le terrain, tandis que le joueur français le plus proche, généralement Olise, a passé une grande partie du match à tenter de le fermer sans succès, et chaque pressing échoué a créé un espace supplémentaire pour un autre milieu de terrain espagnol. Chaque fois que la France a tenté de le presser, cela a échoué et a simplement ouvert plus d'espace pour quelqu'un d'autre en bleu. À l'approche de la fin du match, c'était devenu embarrassant. L'écart est devenu particulièrement prononcé au milieu du terrain, avec Rodri, Fabian Ruiz et Olmo créant à plusieurs reprises des triangles de passe autour des joueurs français au centre, les attirant vers l'avant et ouvrant l'espace derrière eux, au point que les supporters espagnols répondaient aux longues séquences de passes par des chants de olé, tandis que la France chassait le ballon sans menacer de reprendre le contrôle. Des chants d'olé, dans une demi-finale de Coupe du Monde, contre l'équipe classée numéro 1 au monde à l'arrivée. Ce n'est pas un détail de score, c'est une foule regardant une équipe faire paraître l'autre amateur en pure conservation de ballon, nuit après nuit, même histoire. Les chiffres confirment la complétude de cela. La note de Rodri de plusieurs, chez les médias, juste après le match, un 8 sur 10, décrit comme ayant complètement fermé toute circulation au milieu du terrain et rendu chaque aspect de la vie plus facile pour ses coéquipiers. Juste à côté de lui, Fabian Ruiz a obtenu exactement la même note, à égalité de tacles avec Rodri, 4 chacun, et gobant les ballons 50-50 partout dans le tiers central. Comparez cela à la façon dont le milieu de terrain français s'est classé. Pas bien. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot ne possédaient pas la portée de passe, ou la vision nécessaire pour démanteler une défense espagnole disciplinée, ni le remplaçant Manu Koné, et la seule véritable source d'imagination au milieu de terrain français était Olise, qui n'en avait aucune à Dallas ce jour-là, manquant de la physicalité pour gagner ses affrontements individuels avec Rodri ou Cucurella. C'est un joueur à 200 millions d'euros, l'un des milieux de terrain offensifs les plus créatifs du monde, étant décrit comme physiquement intimidé, hors d'une demi-finale de Coupe du Monde. Et si ce duel est si accablant pour l'avenir de la France, c'est pour une raison précise, au-delà du résultat. Business Standard a résumé la leçon du match entier en une seule ligne. Cette performance a confirmé une vérité durable du foot à élimination directe. Les attaquants vedettes décident souvent des moments isolés, mais les milieux de terrain d'élite déterminent les conditions dans lesquelles ces moments peuvent se produire, et Rodri a assuré que les attaquants français reçoivent rarement une telle opportunité. C'est tout le jeu, n'est-ce pas? La France a construit sa course dans le tournoi autour du génie individuel en attaque. L'Espagne a construit la sienne autour du contrôle de la plateforme dont ses attaquants ont besoin pour opérer. Et quand les deux systèmes se sont heurtés dans le seul match qui comptait vraiment, la plateforme a battu le génie. Chaque fois que la France a essayé de le résoudre avec plus de changements offensifs, ils ont heurté le même mur, parce que le mur n'était pas un joueur, c'était une structure. Rodri comme ancre, avec 4 ou 5 autres corps qui se déplaçaient, pour protéger l'espace autour de lui.
C'est le comment. Maintenant, regardons exactement ce que ce mécanisme a fait, aux noms les plus célèbres de la France individuellement, parce que l'effondrement en attaque n'était pas abstrait. Il s'est produit pour de vrais superstars spécifiques, un par un, sous les yeux de tous. La France abordait ce tournoi avec sans doute la ligne d'attaque la plus effrayante, restante dans la compétition. Tout au long du tournoi, la France n'avait pas permis plus d'un but dans aucun match, et ils avaient surpassé leurs adversaires 16-2. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, combinant pour marquer 13 de ses buts, tandis que Michael Olise a ajouté 5 passes décisives. C'est la machine qui s'est présentée à Dallas. Voici ce qui lui est arrivé. Commençons par Mbappé, le capitaine, le gars qui a lui-même admis la défaite à la première partie. Ces chiffres sous-jacents de ce match sont presque difficiles à croire pour un joueur de son calibre. Mbappé, Dembélé et Olise, ce trio qui a électrisé les terrains tout au long de l'été, combiné pour un choquant 2 tirs cadrés, sans aucun venant de Mbappé, qui n'a également créé aucune occasion, et n'a complété que 12 passes durant les 90 minutes de jeu. 12 passes complétées seulement en demi-finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement un mauvais match qu'il a livré, c'est celui d'un capitaine qui a à peine touché le ballon, de manière significative pendant la majeure partie de la nuit. Les évaluations des joueurs de NBC Sports l'ont confirmé avec un détail brutal. Mbappé n'a pas tenté son premier tir du match jusqu'à la 67e minute, bloqué immédiatement de son pied, et a réussi 1 sur 6 aux tentatives de dribble. Pas le premier superstar à se perdre sur l'île de Rodri, mais certainement le plus notable à le faire en demi-finale de Coupe du Monde. Ensuite, il y a Dembélé, le tenant du Ballon d'Or, rappelons-le, le meilleur joueur individuel du monde, selon les critères de ce prix quelques mois plus tôt. Il n'a pas simplement eu un match tranquille, il n'a pratiquement pas joué du tout au sens offensif. Dembélé n'a pas tenté un seul dribble dans le match et il n'a tiré qu'aux 96e et 97e minutes, après que le match ait déjà été décidé, bien en profondeur dans les arrêts de jeu, quand l'Espagne avait déjà fait ses changements et relâché son effort. Et Olise, le moteur créatif que tout le monde s'attendait à voir percer la défense espagnole. Il a simplement disparu. Il n'a eu qu'un seul touché dans la surface de réparation, en 72 minutes de jeu, et il n'a guère réussi à s'en approcher le reste du temps, la plupart de ses touches se faisant près de la ligne médiane, désespérément à la recherche du ballon plutôt que de le recevoir. Un touché dans la surface. 72 minutes sur le terrain. C'est un talent créatif à 5 passes décisives qui se voit affamé, du seul endroit où il fait réellement des dégâts. Ce n'était pas seulement ces trois-là non plus. L'effondrement a touché toute la première ligne. La défense de l'Espagne, qui n'avait encaissé qu'un seul but en 7 matchs à la Coupe du Monde, les a portés jusqu'à cette victoire, 2-0, avec notamment Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué et Ryan Cherki, tous rendus aussi inutiles que des joueurs de leur immense qualité peuvent l'être. 6 joueurs offensifs, tous neutralisés dans le même match. Cela n'arrive jamais par hasard, et cela n'arrive certainement pas parce qu'un seul joueur a une mauvaise journée. Cela arrive parce qu'un système défensif a enlevé chaque option à la fois. France 24 l'a résumé dans sa totalité d'une manière qui pique, soulignant comment la première ligne n'a fait que défaillir à chaque tour. Ousmane Dembélé n'a posé presque aucune menace, tandis que Bradley Barcola et son remplaçant Désiré Doué étaient tout aussi émoussés, laissant la première ligne réputée de la France d'une puissance étrangement faible, avec même le moment de magie de Mbappé qui ne s'est jamais présenté de toute la soirée. Il y avait aussi un sous-texte cruel qui se produisait de l'autre côté du ballon, qui a rendu une nuit difficile encore plus difficile. William Saliba, meilleur défenseur de la France, s'est blessé tôt. Saliba, qui avait réussi à jouer avec un problème de dos et d'autres petits soucis tout l'été, n'a pas pu continuer à Dallas, tombant au sol après simplement revenir en défense dans sa propre moitié, sans aucune pression d'un joueur en blanc, avant d'être soigné puis de quitter immédiatement le terrain de jeu. Son remplaçant, Maxence Lacroix, a donné l'impression qu'il ne s'agirait que d'une question de temps avant que la pression ne dépasse le défenseur central, ayant été instable lors de sa seule autre apparition cet été. Donc la France n'a pas seulement été surclassée à pleine force. Ils ont perdu leur meilleur défenseur central en cours de match contre une attaque espagnole, qui avait Yamal, Olmo et Oyarzabal, qui tournaient tous dans des zones dangereuses et ont dû jeter une option plus fragile dans le feu du plus grand match de l'année. Mettez tout cela ensemble, un capitaine réduit à 12 passes, un lauréat du Ballon d'Or sans aucun dribble,
un milieu créatif, affamé du ballon, et une défense privée de son meilleur défenseur central presque tout le match, et vous commencez à voir exactement pourquoi les joueurs eux-mêmes ont quitté ce terrain. Et on dit que l'Espagne était simplement meilleure. Ce n'est pas une opinion quand la feuille de statistiques le confirme joueur par joueur. C'est un aveu qui correspond parfaitement aux preuves. Alors où cela laisse tout le monde? La France rentre à la maison. L'Espagne se rend en finale, portant leur série de 37 matchs sans défaite dans le plus grand match du sport, à une victoire d'un deuxième titre de Coupe du Monde. Et le ton dans le camp espagnol après le coup de sifflet final à Dallas en disait long sur l'état d'esprit de leur groupe. Longtemps après le coup de sifflet final, alors que les tondeuses à gazon sortaient pour entretenir le gazon, et que les équipes de diffusion faisaient leur reportage en direct, les supporters espagnols restaient, dansant et chantant et scandant « Olé, olé, olé » dans tout le stade, où leur équipe venait de livrer une performance dominatrice pour se qualifier pour la deuxième finale de Coupe du Monde de l'histoire du programme. Le manager Luis de la Fuente, qui avait été retardé à sa propre conférence de presse en raison d'un appel de félicitations de la royauté espagnole, a essayé d'expliquer la formule dans les termes les plus simples possibles. Il a dit « On l'a fait avec discipline, organisation, sacrifice, engagement et effort ». Je pense que ce que nous faisons de mieux en tant que joueurs de football espagnol, c'est interpréter et lire le jeu. Ils savent comment se comporter dans les phases défensives et offensives et au milieu de terrain. Et l'image extérieure de l'Espagne, en ce moment, correspond à tout ce qu'ont dit les Français à leur sujet. Le titre propre de Fox Sports après le match appelait l'Espagne se sentant invincible et notait que c'était la 3e année consécutive que l'Espagne éliminait la France à ce stade d'un grand tournoi, affichant une série invincibilité de 37 matchs avec un sentiment accablant qu'elle continuera à grandir. C'est le contexte pour la finale maintenant. Peu importe qui l'Espagne affronte, et c'est qui gagne l'autre demi-finale. Entre dans ce match en sachant que l'équipe en phase 2 a fait exactement cela au deuxième favori du tournoi. Ils ne les ont pas battus, ils les ont démantelés, selon les joueurs qui l'ont vécu. Pour la France, les retombées vont au-delà du simple résultat. C'était la dernière vraie chance de Didier Deschamps d'un autre titre avec ce groupe. Pour Deschamps, qui a entraîné la France pendant 14 ans et l'a menée au titre de Coupe du Monde en 18, cela marquait sa dernière chance de remporter un autre championnat de la Coupe du Monde, puisqu'il a l'intention de se retirer à la conclusion du tournoi avec seulement le match pour la 3e place à gérer. Donc cette défaite n'arrête pas seulement un tournoi. Elle termine une ère du football français avec le manager qui a tout remporté en 18, qui s'en va sur le dos d'une nuit où son propre capitaine s'est tenu dans la zone mixte et a dit au monde que l'autre équipe était tout simplement meilleure. Et c'est vraiment l'histoire ici, pas une conspiration, pas une excuse, pas une décision arbitrale. Même si Deschamps a clairement voulu réexaminer l'appel de pénalty par la suite, juste joueur après joueur, indépendamment, se tenant devant les caméras et admettant la vérité de ce qu'il venait de vivre sur le terrain. Mbappé déplorant ses propres erreurs tactiques. Cherki disant que l'Espagne le voulait plus. Vieira, lui-même champion du monde, disant que l'Espagne le méritait. Et une feuille de statistiques, 12 passes complétées ici, 0 dribble là, une touche dans la surface, qui soutient chaque parole. L'Espagne n'avait pas besoin de se faire valoir après Dallas. La France a parlé pour eux, et avec une série invincibilité de 37 matchs intacts et une finale à jouer, le reste du monde se demande maintenant si quelqu'un est réellement construit pour les arrêter, parce que l'équipe qui était censée être la plus grande menace vient d'admettre, à haute voix,